Paris, automne 2006. Le ciel gris perle se reflète sur les pavés luisants de la rue Saint-Antoine. Une famille ordinaire flâne ce dimanche matin dans le Marais, main dans la main. Thomas Mercier, un garçon de 5 ans, traîne un peu derrière ses parents, absorbé par les vitrines. Puis, soudain, il s'arrête net devant un vieux magasin de disques. Au-dessus de la porte, un immense poster attire son regard. 4 hommes aux cheveux longs, souriant à la lumière d'un autre temps. Sous leur visage, on peut lire les Harmoniques, le groupe qui a changé la musique. « Maman », murmure Thomas, la voix pleine d'émotion. « C'est moi. »« Quoi donc, mon chéri ?»« Lui. » Il pointe du doigt le chanteur, un homme aux lunettes rondes. « C'est moi, quand j'étais célèbre. » Sophie Mercier se fige, rit nerveusement. « Allons, Thomas. C'est un vieux groupe. Ils étaient célèbres dans les années 60. Tu ne peux pas te souvenir de ça. » Mais l'enfant ne bouge pas. Ses yeux bleus brillent d'une conviction qui glace le sang. « Je te le jure, maman. J'ai chanté pour beaucoup de gens, et ils criaient très fort. » Marc, le père, s'approche, amusé et un peu inquiet. « Thomas, tu n'as jamais vu cette photo. »« Si, papa. Je me souviens du jour où on l'a prise. » Il faisait très chaud et Paul était nerveux. Les parents échangent un regard déconcerté. « Paul ? Comment pouvait-il connaître ce prénom ? Et qu'est-ce que tu veux dire par « j'étais célèbre » ? Je peux te le prouver, dit l'enfant avec le sérieux d'un adulte. Je sais où j'ai caché des choses. Je connais des chansons que personne n'a jamais entendues. Sophie lui prend la main, un frisson lui remonte le long du dos. Viens, mon cœur. Rentrons à la maison. D'accord, maman, mais un jour, tu me croiras. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que cette phrase allait bouleverser leur existence. Les jours suivants, Thomas commence à changer. Il fredonne des mélodies complexes, inconnues. Quand Sophie lui demande où il les a apprises, il répond simplement. Je les ai écrites, quand j'étais grand. Un soir, pendant le dîner, l'inexplicable se produit. L'enfant, qui d'ordinaire parle à peine, se met soudain à raconter des souvenirs dans un accent anglais parfait, celui du nord de l'Angleterre. J'habitais une grande maison blanche avec Yoko, dit-il en déplaçant ses petites voitures sur la table. Elle avait de longs cheveux noirs et portait toujours des vêtements blancs. Sophie blêmit. Thomas, qui est Yoko ? Il la regarde de ses yeux trop anciens. Ma femme. Elle me manque tellement. Le silence s'abat sur la pièce. Marc lâche sa fourchette. Comment leur fils, né à Paris en 2001, pouvait-il prononcer ce nom avec tant de justesse ? La peur commence à s'installer dans le foyer. Et ce n'est qu'un début. Une semaine plus tard, Marc, par curiosité, met un disque des Harmoniques qu'il a retrouvé au grenier. La voix chaude du chanteur remplit le salon, voici le soleil. Thomas bondit du canapé. Éteins. Éteins. C'est Georges qui joue sur ma guitare. Les parents restent pétrifiés. Ta guitare ? Oui. Celle que j'avais quand j'ai écrit cette chanson. Je l'ai faite pour Julien. Sophie serre son fils dans ses bras, mais il pleure sans s'arrêter. Maman, pourquoi je ne peux plus jouer ? Où sont mes guitares ? Où est mon piano blanc ? Cette nuit-là, aucun des deux adultes ne dort. Ce n'est plus un jeu d'enfant. Leur fils de 5 ans semble connaître la vie intime d'un chanteur mort depuis plus de 20 ans. Et pourtant, quelque chose dans sa voix, dans sa détresse, n'a rien d'inventé. Quelques jours plus tard, Sophie prend une décision radicale. Elle conduit Thomas au musée des Harmoniques, inauguré à Paris quelques années plus tôt. Elle veut lui montrer la réalité, briser la fantaisie. Mais à peine entré dans le premier hall, le garçon lâche la main de sa mère et court vers une vitrine. Il colle ses paumes contre la vitre, les yeux pleins de larmes. « C'est ma guitare !» crie-t-il. « Je l'ai achetée à Londres en 1964. Elle a une rayure ici. » Il montre un point précis sur le bois. Le conservateur, intrigué, s'approche. « Petit, c'est la guitare de Charles Lennon, le chanteur des Harmoniques. Il n'y a pas de rayure visible. » Le conservateur, un homme d'une 50aine d'années nommé Thomas Michel, reste pétrifié. Il connaît chaque ligne des biographies, chaque anecdote sur les harmoniques, mais jamais il n'a entendu parler d'une rayure sous la deuxième corde de la Rickenbacker 12 cordes. Et pourtant, en s'approchant de la vitrine, la lumière révèle une minuscule marque, presque invisible à l'œil nu. Thomas Michel se tourne lentement vers la mère. « Madame, où votre fils a-t-il appris tout cela ? » Je n'en sais rien, balbutie Sophie. Il n'a jamais écouté leur musique. Nous n'avons même pas de CD à la maison. Mais le petit garçon s'éloigne déjà. Il avance avec la démarche assurée de quelqu'un qui connaît les lieux, jusqu'à une autre salle d'exposition. Là, il s'arrête devant une photographie en noir et blanc. Un club enfumé, une scène minuscule, des visages jeunes pleins d'énergie. Ici, dit-il doucement. C'est ici qu'on jouait, 292 fois. Il faisait toujours trop chaud et Paul râlait à cause de l'odeur. Sophie s'approche, tremblante. Thomas, comment sais-tu cela ? Parce que j'y étais. Regarde, maman. Il désigne un coin précis de la photo. C'est là que je posais mon harmonica entre les chansons. Pierre le bougeait toujours, ça me rendait fou. Le conservateur sent un frisson lui parcourir l'échine.
Ce détail non plus n'apparaît nulle part. Ni dans les archives, ni dans les témoignages. Petit, comment t'appelles-tu? Thomas. Mais l'avant, c'était Charles. Charles Lennon. Le silence tombe dans la salle comme une chape de plomb. Le soir même, Sophie et Marc rentrent sans un mot. Thomas s'endort dans la voiture, apaisé comme si rien d'anormal ne s'était passé. Mais ses parents, eux, ne ferment pas l'œil. Les jours suivants, le comportement de l'enfant devient encore plus étrange. Il se réveille chaque nuit à la même heure, 3 heures du matin. Assis sur son lit, il fredonne des airs que personne ne connaît. Des chansons inédites, d'une beauté étrange, avec des paroles poétiques sur les étoiles, la mer, la solitude. Un soir, Sophie décide d'enregistrer. Elle pose un vieux dictaphone près de son oreiller et attend. Vers 3h15, Thomas se redresse, les yeux à demi ouverts, et commence à chanter. Sa voix est claire, presque hypnotique. Lucie marche dans le jardin de cristal, elle cherche la lumière, mais la lumière ne veut pas d'elle. Sophie sent son cœur se serrer. La mélodie est d'une complexité que même un adulte aurait du mal à inventer. Et le ton, cette émotion contenue, se souffle entre chaque phrase, rappelle étrangement un certain style disparu. Le lendemain matin, elle fait écouter l'enregistrement à Marc. Il reste assis en silence, incapable de parler. On doit comprendre, dit enfin Marc. Ce n'est plus un simple jeu d'enfant. Quelques jours plus tard, Marc envoie anonymement la bande à un expert en musicologie, le professeur Jean Harrison, de l'Université de Liverpool. Il ne lui donne aucun contexte, juste une phrase. Qu'en pensez-vous? 2 jours plus tard, la réponse arrive par email. Monsieur Mercier, la composition que vous m'avez envoyée est extraordinaire. L'harmonie correspond exactement au style de Charles Lennon entre 1962 et 1963. Plus surprenant encore, j'ai trouvé une référence à une chanson inachevée du même nom, Lucie dans le jardin de cristal, dans le journal personnel de Paul McCartney, daté du 23 août 1963. Elle n'a jamais été enregistrée officiellement. Sophie relit le message 3 fois. Le sang quitte son visage. Son fils de 5 ans vient de chanter une chanson perdue, jamais publiée, oubliée depuis 43 ans. Dans les semaines qui suivent, Thomas compose 4 autres morceaux. Mine de fraise, berceuse pour Julia, hier de demain et retour à Pennylan. Toutes inédites, mais avec la même richesse musicale, la même âme. Le professeur Harrison est fasciné. Il écrit à Marc. Les structures d'accords, les changements de tempo, les métaphores, tout correspond à la signature de Lennon. J'ignore comment cela est possible, mais je vous supplie de m'indiquer la source. Si c'est un enfant, il faut que je le rencontre. Ce pourrait être la découverte la plus importante de ma carrière. Sophie repose la lettre, les mains tremblantes. Elle regarde Thomas jouer sur le tapis, souriant, insouciant. Comment un enfant pourrait-il porter la mémoire d'un homme mort avant sa naissance? Ce soir-là, tandis qu'elle le borde, Thomas lui murmure d'une voix douce. « Maman, je connais d'autres chansons, mais elles sont très tristes. » Décembre 2006. Le froid s'installe sur Paris. Les lumières de Noël scintillent dans les vitrines, mais dans l'appartement des Mercier, l'atmosphère reste lourde, presque irréelle. Thomas, lui, semble vivre ailleurs. Chaque nuit, à la même heure, il se lève pour chanter, toujours les yeux mi-clos, comme en transe. Ses parents enregistrent tout. Sur les cassettes, on entend cette voix d'enfant fragile, mais aussi une cadence, une sensibilité qui ne peuvent venir que d'un adulte. Une nuit, alors que la neige tombe dehors, Thomas se met à chanter une nouvelle mélodie. Lucie, ne pleure pas sous la pluie de verre. Je t'attends au pont entre 2 mondes. Le lendemain matin, Marc envoie l'enregistrement au professeur Harrison. 2 jours plus tard, il téléphone, la voix bouleversée. Monsieur Mercier, je ne sais pas comment vous avez obtenu cela, mais cette chanson figure dans mes archives privées. Lennon avait parlé d'un morceau appelé Bridge Between Worlds, jamais terminé. Il disait vouloir en faire un testament musical. Votre fils l'a chanté presque note pour note. Sophie s'effondre sur sa chaise. Marc la rattrape de justesse. Le monde rationnel vient de s'écrouler. Mais les phénomènes ne s'arrêtent pas là. Le 2 décembre, à 3 heures du matin, Thomas se réveille en larmes. Où est Yoko? Gémit-il. Pourquoi elle ne vient pas? Elle m'a promis qu'on serait toujours ensemble. Sophie tente de le calmer, mais son fils tremble de tout son corps. Elle a de longs cheveux noirs, elle porte toujours du blanc, elle vit dans notre grande maison avec beaucoup de fenêtres. Marc la regarde, livide. Il décrit Yoko Ono, souffle-t-il. Mais comment? Il n'a jamais vu de photo d'elle. Le lendemain, Thomas prend une feuille et des crayons. Sans dire un mot, il se met à dessiner. En moins d'1 heure, il trace les lignes d'un grand salon baigné de lumière, un piano blanc au centre, des plantes suspendues, une vue sur un parc immense. Puis il ajoute un lit rond, couvert de drap blanc. C'est ma maison avec Yoko, explique-t-il calmement. Le piano est là pour que je voie le parc pendant que je joue. Et ici, il y a la machine où on a enregistré notre dernière chanson. Marc observe le dessin, les mains tremblantes. La perspective, les proportions, la précision,
Tout est impossible pour un enfant de cet âge. Cette nuit-là, il cherche des images sur Internet. Il tape « Appartement Lennon Yoko Ono Dakota Building New York ». Et son cœur s'arrête. Chaque détail du dessin de Thomas correspond exactement à la réalité. Le piano, la vue, les plantes, même le petit coin avec l'enregistreur. Ce n'est pas possible, murmure-t-il. 2 jours plus tard, la scène la plus déroutante se produit dans la salle d'attente d'un dentiste. Sur une table basse, un vieux magazine, avec une photo de Yoko Ono dans un encadré. Dès que Thomas la voit, il se jette sur le journal, le serre contre lui et pleure à chaudes larmes. C'est elle, c'est ma Yoko. Maman, appelle-la. Dis-lui que John est là, qu'il l'attend. Les patients présents se figent. Sophie, bouleversée, le prend dans ses bras et quitte la pièce en courant. Dans la voiture, l'enfant continue à pleurer, la voix brisée. Elle est si triste, maman. Elle croit que je suis parti pour toujours, mais je suis là. J'attends qu'elle vienne me chercher. Sophie ne trouve plus les mots. Chaque phrase de son fils semble venir d'un autre monde. Cette nuit-là, Thomas se réveille encore à 3 heures précises. Il regarde sa mère et murmure. Demain, on va rentrer à la maison, maman. À New York. Yoko doit savoir que je suis revenu. Sophie et Marc échangent un regard terrifié. Mais au fond d'eux, ils savent qu'ils iront. Non pas parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils n'ont plus le choix. 3 semaines plus tard, la décision est prise. Le soir du réveillon de Noël, ils achètent 3 billets d'avion. Direction, New York City. Ce n'est plus une enquête, ni une fuite. C'est un acte de désespoir, une tentative pour ramener leur fils dans la réalité, ou pour comprendre, enfin, ce qu'il est réellement. À l'aéroport, Thomas sourit. On rentre à la maison, dit-il en fixant les nuages par le hublot. Où ça, mon cœur? Là où le ciel chante encore mes chansons. Le vol Paris-New York dure 8 heures. Durant tout le trajet, Thomas reste silencieux, le regard perdu dans le vide. Parfois, il murmure quelques mots à peine audibles. Elle m'attend, elle sait que je reviens. Quand l'avion atterrit à l'aéroport JFK, le vent glacé de décembre souffle fort. Les gratte-ciel scintillent au loin, tels des sentinelles d'un autre monde. Dans le taxi qui les conduit vers Manhattan, Thomas se redresse soudain. Tournez à gauche sur Franklin D. Roosevelt Drive, puis sortez à la 79e rue, dit-il d'un ton naturel. Ensuite, allez vers le parc. Notre maison est au numéro 1, West 70 Th Street. Le chauffeur, un homme d'origine italienne nommé Giuseppe, jette un regard intrigué dans le rétroviseur. Tu connais bien New York, petit? Oui, répond calmement Thomas. J'y ai vécu longtemps. Dans le grand immeuble à l'angle, avec les arches en pierre. Giuseppe se tourne vers les parents, décontenancé. Il parle du Dakota Building. Vous êtes fan des Beatles? Pas vraiment, souffle Marc, la gorge serrée. Pendant le reste du trajet, Thomas continue à donner des indications précises. Il montre les monuments, les rues, le parc. Là, c'est Strawberry Fields, dit-il avec un sourire doux. On y allait souvent, le matin, quand il n'y avait encore personne. Quand le taxi s'arrête enfin devant l'imposante façade du Dakota, Thomas bondit de la banquette avant même que ses parents ne paient la course. Il court jusqu'à l'entrée, pose ses petites mains sur la pierre froide et murmure. Je suis rentré à la maison. Marc sort de la voiture, bouleversé. Giuseppe s'approche lentement et dit à voix basse. Monsieur, je conduis des touristes ici depuis 30 ans. J'en ai vu pleurer, chanter, prier, mais jamais un enfant réagir comme ça. Votre fils ne découvre pas cet endroit, il le retrouve. Sophie s'avance. Thomas pleure doucement, les doigts posés sur la plaque commémorative. Maman, pourquoi je ne peux pas entrer? C'est mon appartement. J'y vis avec Yoko. Un portier afro-américain s'approche, visiblement inquiet. Tout va bien, madame? Oui, c'est juste une crise passagère, balbutie Sophie. Mais Thomas lève les yeux vers l'homme et dit d'une voix étrangement assurée. Vous êtes nouveau. Où est Harold? C'est lui qui m'ouvrait toujours la porte. Il me donnait des bonbons à la menthe quand on rentrait tard. Le portier reste figé. Comment connaissez-vous ce nom? Il était gentil. Il demandait toujours si mes chansons étaient terminées. L'homme blanchit. Harold avait bien été le portier du Dakota dans les années 1970. Il était mort depuis plus de 10 ans. Seuls les anciens habitants du bâtiment pouvaient se souvenir de lui. Et soudain, un silence presque sacré s'installe. Thomas s'avance vers la plaque dorée, pose la main dessus et ferme les yeux. Puis, d'une voix grave, presque adulte, il se met à chanter. Imagine qu'il n'y a pas de paradis. C'est facile, si tu essaies. Sophie chancelle. Ce n'est plus la voix de son fils. C'est une voix mature, profonde, avec l'accent anglais des années 60. Chaque mot, chaque respiration correspond exactement à l'interprétation de Lennon. Les passants s'arrêtent, fascinés. Le portier pleure. Marc sort son téléphone et filme.
Thomas chante toute la chanson jusqu'à la dernière note, les larmes coulant sur ses joues. Puis il tombe à genoux, épuisé, sanglotant. « Je ne veux plus chanter celle-là, murmure-t-il. Elle me fait peur. Elle me fait mal. » Le portier, bouleversé, s'agenouille à son tour. « En 30 ans ici, dit-il d'une voix tremblante, j'ai vu des centaines d'imposteurs. Mais jamais, jamais quelque chose comme ça. Ce gamin, c'est lui. C'est Lennon. » Cette nuit-là, à l'hôtel, Mark écoute encore et encore l'enregistrement. Il envoie l'audio au professeur Harrison. 6 heures plus tard, un mail arrive. « Monsieur Mercier, je viens d'analyser votre enregistrement. Le spectrogramme vocal correspond à 98% à la voix de John Lennon, période 1971. Mais il y a plus troublant, l'émotion, le rythme, les inflexions sont identiques à une version inédite. » Thomas tremble dans les bras de sa mère, la voix à peine audible. C'est un homme gros, avec de grandes lunettes. Il me tend un livre et me demande de le signer. Mais ses yeux sont pleins de colère. Mark, blême, s'approche. « Quelle sorte de livre, Thomas ? C'est un livre sur moi. Mais il me hait. Il me crie dessus pendant que j'écris mon nom. Puis il sort quelque chose de brillant de son manteau, et j'ai mal. J'ai très mal dans le dos. » Sophie sent un froid la traverser de part en part. Elle échange un regard avec Mark, un regard de terreur. Jamais ils n'ont parlé à leur fils de ce qui est arrivé à Lennon. Aucune image, aucun reportage n'a été vu à la maison. « Tu te souviens du jour ? » demande Mark d'une voix tremblante. « Oui. C'était le 8 décembre. Il faisait très froid. J'avais mis mon grand manteau noir. Yoko voulait dîner tôt, mais je devais d'abord signer pour un fan qui m'attendait en bas. » Sophie recule, les mains sur la bouche. Chaque mot correspond au témoignage exact du soir où John Lennon a été assassiné. Même les détails les plus précis, la date, le vêtement, le livre, l'attrape-cœur, tout concorde. Ce n'était pas un rêve, maman. Ce n'était pas une histoire. C'est arrivé. Et il ajoute dans un souffle. J'aurais dû écouter la voix qui me disait de ne pas descendre. Mark éteint la lampe, bouleversé. Mais lui et Sophie savent qu'ils ne peuvent plus ignorer ce qu'ils vivent. Le lendemain, il écrit au professeur Harrison. Celui-ci répond quelques heures plus tard. Ce que votre fils décrit dépasse toute hypothèse rationnelle. Cependant, j'ai un contact à New York, proche de Madame Ono. Elle a écouté les enregistrements. Elle souhaite vous rencontrer. Le 29 décembre 2006, à 15 heures, les Mercier franchissent les portes du Dakota Building. Tout semble immobile, suspendu dans une solennité étrange. Un portier les accompagne jusqu'à l'appartement de Yoko Ono. Thomas marche en tête, sans hésiter, comme s'il connaissait chaque couloir. Lorsque la porte s'ouvre, Yoko les attend. Une femme frêle, vêtue de blanc, ses longs cheveux d'ébène tirés en arrière. Elle sourit poliment, jusqu'à ce que son regard croise celui de l'enfant. Soudain, elle pâlit, chancelle, porte une main à sa bouche. « Mon Dieu » murmure-t-elle. Thomas s'approche lentement, les yeux pleins de larmes. « Yoko, mon amour. Je t'ai tellement manqué. » La femme recule d'un pas, bouleversée. Ce ton, cette douceur, c'est la voix qu'elle n'a pas entendue depuis 26 ans. Il prend ses mains dans les siennes. « Pourquoi es-tu si triste ? Tes yeux n'ont plus de lumière. Tu as beaucoup pleuré depuis que je suis parti. » Yoko fond en larmes. Personne, depuis la mort de John, n'avait su décrire avec une telle précision cette douleur qu'elle cache au monde. Thomas lève les yeux. « Tu as toujours le piano blanc ?» Sans attendre de réponse, il se dirige vers le salon et s'assied. Ses petits doigts se posent sur les touches, avec une assurance désarmante. Une mélodie inconnue s'élève à douce, poignante, imprégnée d'amour et de nostalgie. « Yoko, mon rêve éternel. Même la mort ne peut séparer. Ce que nous avons été. » La voix de l'enfant résonne dans la pièce, mais Yoko n'entend plus qu'un homme. Celui qu'elle a aimé, celui qu'elle a perdu. Elle s'effondre dans son fauteuil, submergée. Quand la chanson s'achève, Thomas s'approche d'elle et chuchote. « Tu as encore ma dernière lettre ? Celle que j'ai écrite la veille de cette nuit ?» Yoko se fige. Ses lèvres tremblent. « Cette lettre, personne ne sait qu'elle existe. Elle est dans mon coffre. »« Je sais » répond Thomas doucement. « Parce que c'est moi qui l'ai écrite. Et je suis revenu pour tenir ma promesse. » Ce qu'il lui dit ensuite, pendant 20 minutes, restera à jamais secret. Mais quand Sophie et Mark reviennent dans la pièce, Yoko a le visage transformé. Le silence qui suit la dernière note semble suspendu dans l'air. Même les murs paraissent écouter. Yoko pleure sans un mot, le visage entre les mains. Puis elle se lève lentement, s'approche de Thomas et le serre contre elle. « Mon John, combien de temps peux-tu rester avec moi ?» Thomas la regarde avec une tendresse infinie, presque adulte. « Pas longtemps » murmure-t-il. « Je sens que le temps s'achève. Mais avant de partir, promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Cette chanson doit être enregistrée et offerte au monde. C'est la preuve que l'amour vrai ne meurt jamais. » Yoko hoche la tête, incapable de parler. Sophie et Mark, figés dans l'embrasure de la porte, n'osent respirer. Ils ne sont plus des parents.
Ils sont témoins d'un miracle ou d'un mystère trop grand pour eux. 3 mois plus tard, le pont entre les mondes est enregistré dans le studio d'Abbey Road. Sous la supervision du professeur Harrison, l'arrangement est reproduit exactement comme l'enfant l'avait joué. Yoko Ono signe la production. La chanson devient un phénomène planétaire. Les critiques la décrivent comme « la plus émouvante pièce musicale depuis Imagine ». Mais aucun mot ne peut traduire ce que les auditeurs ressentent, une sensation d'étrange familiarité, comme si la voix de Lennon résonnait à travers celle d'un autre. Pendant ce temps, à Paris, Thomas commence à changer. Il dort mieux, il ne chante plus la nuit. Un matin, alors que Sophie le prépare pour l'école, elle remarque qu'il ne reconnaît plus ses dessins de l'appartement new-yorkais. « C'est joli, qui a fait ça ?» demande-t-il en riant. Les souvenirs s'effacent. Jour après jour, la mémoire de John s'éteint doucement, comme une bougie qui a brûlé jusqu'au bout. 1 an plus tard, Yoko accorde une interview bouleversante. « J'ai vécu avec John plus de 10 ans. Je connaissais chaque nuance de sa voix, chaque mot qu'il n'avait jamais osé dire à personne. Et quand j'ai entendu cet enfant, j'ai su. C'était lui. Pas une copie, pas une illusion, son âme revenue pour finir sa dernière œuvre. » Les scientifiques, les psychologues, les sceptiques affluents. Les analyses vocales confirment, la fréquence, la résonance et les pauses respiratoires du garçon coïncidant à 96% avec celles de Lennon. Les experts de l'Université de Londres écrivent dans leur rapport. Nous n'avons aucune explication scientifique plausible. C'est le cas de réincarnation le mieux documenté du siècle. Les années passent. Thomas grandit, devient un adolescent tranquille, curieux, passionné de guitare mais sans plus jamais parler de Yoko ni des Beatles. Parfois, au réveil, il fredonne une mélodie douce et mélancolique qu'il dit avoir entendue en rêve. Sophie l'écoute depuis le couloir, le cœur serré. Elle reconnaît parfois un motif familier, un écho venu d'un autre temps. Une nuit d'été, alors que la lune éclaire la scène, Marc trouve son fils assis au balcon, guitare à la main. « Papa » demande Thomas d'une voix rêveuse, « tu crois qu'on peut aimer quelqu'un à travers le temps ?» Marc lui sourit tristement. « Oui, je crois que oui. Alors peut-être que c'est pour ça que je me sens toujours bien quand je joue. Comme si quelqu'un m'écoutait. »